Si vous ne comprenez pas ça, après vous allez vous dire, mais pourquoi je suis intelligent, je suis déterminé, pourquoi alors je n'obtiens pas les bons résultats? Pourquoi j'ai fait un burn-out? Pourquoi j'ai fait une maladie? Pourquoi je suis fatigué? Pourquoi je suis déprimé? Pourquoi ça m'énerve? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi malgré tous mes efforts? Parce que tu ignorais ce qu'il y avait à l'intérieur. Acceptons qu'à l'intérieur de nous, nous avons un paradoxe absolu. Il y a en nous un enfant qui fuit le vide et un adulte qui désire le vide. Lorsque c'est l'adulte qui désire le vide, en fait, il veut le vide parce que pour lui, c'est la liberté. N'oublie jamais que si tes traits de caractère, eux, ils vont par là, eh bien, tu vas toujours être comme ça. Voilà, tu vois, et tu vas te rendre compte que tu as toujours l'œil sur l'objectif, mais tu te déplaces en fonction de tes traits de caractère. On va trouver même un compagnon qui va nous combler. Voilà, ben oui, mais on n'est pas un grenier. En fait. Et peut-être même qu'un jour, vous vous êtes posé la question, peut-être que je suis devenu quelqu'un, mais peut-être que ce quelqu'un, au final, ben c'est pas moi. Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir vraiment pour cette conférence, pour ce moment, moi qui me parle énormément, c'est des années de travail sur ce sujet qui me tient à cœur, puisque l'objectif c'est de voir de quelle manière, depuis notre enfance, nous nous sommes programmés, quelles conséquences ça a dans notre vie, et puis qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Et donc l'objectif c'est vraiment de vous faire part de ce que j'ai pu expérimenter, étudier, et puis que je transmets aussi depuis des années en France, mais aussi à l'étranger, dans le cadre de conférences, mais aussi de formation. Alors j'ai préparé pour vous un PowerPoint. Le PowerPoint, c'est effectivement la conférence qui change la vie. Pourquoi appeler ça la conférence qui change la vie? Tout simplement parce que plein de gens m'ont dit « Waouh, tes formations ou tes conférences, Daniel, ça change la vie. » Eh ben, c'est l'objectif. Et donc, pourquoi ne pas garder ce titre-là, moi, qui me semble absolument approprié, puisque j'ai créé cette conférence parce que moi, avec tout ce que je vais vous raconter ce soir, eh bien, ça a changé ma vie. On est parti à peu près pour 1h30 de conférence. Alors, on commence. Première chose, c'est de démarrer du plein au vide. À chaque fois, vous aurez un PowerPoint. Je vais m'accompagner de ça, comme je fais depuis un bon moment. Du plein au vide, c'est-à-dire que là, on est de ce qu'on appelle dans le ventre de maman. Dans le ventre de maman, je vous dis tout de suite, on va partir de la naissance, même du ventre de maman, pour aller jusqu'à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Dans le ventre de maman, c'est un espace plein. Deuxièmement, non seulement c'est plein, surtout vers la fin, à 9 mois, ça commence à pousser un petit peu, mais en même temps, c'est un monde, c'est le monde de notre maman. C'est pas notre monde, c'est pas le monde dans lequel on va vivre, c'est le monde dans lequel, en fait, on a vécu cette phase, cette étape de notre vie. L'enfant, lui, il va, à un moment donné, vivre un événement que vous connaissez tous, qui s'appelle la naissance. La naissance ou bien ce qu'on appelle la mise au monde, ça dépend de quel côté on va se placer. Donc, l'enfant, quand il est dans le ventre de maman, après la naissance, il va vivre un décalage qui est absolument fondamental. Et tous les animaux vont vivre ça, et puis ça va déclencher un instinct de survie extrêmement fort, parce qu'il va y avoir une comparaison qui va être phénoménale entre le plein qu'il y avait dans le ventre de maman, un plein d'ailleurs qui était plein, archi plein, il a même fallu qu'on naisse parce qu'il y avait plus de place. Et quand on arrive dans le monde, on arrive dans un monde qui pour l'enfant, en comparaison, est totalement vide. Plus rien n'est pris en charge de manière automatique. Ni la nourriture, ni l'enveloppement, ni la chaleur, ni le feutrage des bruits, ni la communication. Tout d'un coup, ça va générer un vide. L'enfant va vivre à ce moment-là, par rapport à ce vide, par rapport à cette comparaison, il va vivre une détresse infantile, quelque chose qui va le marquer toute sa vie, et tant mieux parce que ça va lui donner certains instincts. Ça veut dire que le vide, pour lui, c'est une détresse absolument épouvantable quand il commence à ressentir les premières sensations après la naissance. Parce que lui, il se souvient de ça et il est en train de vivre ça. Donc à chaque fois que dans la vie, il va se rapprocher de cette notion de vide, eh bien, son angoisse va monter. La plupart d'entre nous, on vit des angoisses. Qu'est-ce que l'angoisse? L'angoisse est un indicateur qu'on se rapproche du vide qui nous rappelle la détresse infantile. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a plus entre le vide
et le plein, première chose, on va se rendre compte que la sécurité n'est plus là. L'enfant ne va plus vivre, par exemple, sa digestion ou la nourriture d'une manière sereine. Maintenant, il va y avoir la faim qui va apparaître, mais il va aussi y avoir l'amour. Deuxièmement, l'amour, c'est le contact qu'il y a avec l'environnement. À l'intérieur du ventre de maman, il y a une relation qui est absolument fusionnelle, ce qui fait que l'enfant va se sentir aimé parce qu'il y a un contact permanent qui l'enveloppe. Troisième point, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la pression que fait le liquide amniotique autour de l'enfant et qui lui donne cette sensation d'être contenu par l'environnement. L'environnement le contient. Quand il veut s'expanser, hop, l'environnement le ramène à une forme de densité, une forme d'identité. Donc voilà déjà la première chose qu'on a besoin de comprendre. La naissance, c'est-à-dire qu'on sort du monde de la maman, où c'était plein, pour arriver dans le monde dans lequel on va vivre et dans lequel c'est vide. C'est un cadeau, mais on n'est pas encore au courant que c'est un cadeau. Donc l'enfant va toujours chercher ces trois ingrédients. La reconnaissance, l'amour et la sécurité. Toujours ce besoin de retourner à la source, de retourner dans le jardin d'Éden, qui est un ressenti où ces trois ingrédients, étaient là en totalité. Alors c'est un leurre, mais l'enfant va quand même continuer à rechercher ça. Je vais vous passer maintenant une vidéo. Avant, je vais quelques petites choses à vous dire. Skinner est un chercheur qui a taquiné pas mal de pigeons et son objectif était de voir quelle était la loi du conditionnement. Et donc, vous allez voir un pigeon qui se trouve dans une cage. Quand il appuie sur un bouton, pip, il y a une petite trappe qui s'ouvre et là, à ce moment-là, il peut manger des graines. Et donc, lui, il est un petit peu dans une espèce d'automatisme. Tout va bien. Il appuie, pip, la trappe s'ouvre, il mange. Il n'a pas faim, il appuie pas. Ça s'ouvre pas, tant mieux, il n'a pas faim. Il a faim, il appuie. Voilà. Il y a une espèce de monde auquel il est habitué qui est sans aucun stress. Sauf que Skinner, lui, ce qu'il veut voir, c'est comment le pigeon réagirait si justement la trappe ne s'ouvrait pas comme prévu ou elle ne se fermait pas comme prévu. Et donc, au lieu de laisser le pigeon faire, il va débrancher le bouton et il va faire tourner le mécanisme sur un minuteur. Ça veut dire que c'est un minuteur qui va venir ouvrir la trappe. Et vous allez voir que le pigeon, il va faire un truc, c'est que au moment où il veut manger mais que ça s'ouvre pas, il cherche à comprendre pourquoi ça ne s'ouvre pas. Au moment où, à un moment donné, ça s'ouvre, il a besoin de comprendre, en fait, pourquoi ça s'ouvre. Il a besoin de donner du sens à ce qui se passe. Et ça va être constitutif de notre propre psychologie. On va pouvoir, vous avez pu voir cette courte vidéo de quelques secondes, elle nous explique que le pigeon, quand il était en automatique, il appuie, ça s'ouvre, il mange. Tandis que là, il appuie, ça s'ouvre pas. Ou des fois, ça s'ouvre alors qu'il a rien fait. C'est-à-dire que le bouton n'a pas fonctionné. Mais il va se dire, si au moment où ça s'est ouvert, à ce moment-là, je battais des ailes, alors c'est parce que j'ai battu des ailes que l'univers, que le monde extérieur m'a récompensé et m'a donné à manger. Si cependant, le pigeon, et ça n'est pas expliqué, mais c'est sur d'autres vidéos, si au moment où lui, il voulait que ça s'ouvre, parce qu'il avait appuyé sur le bouton, mais en même temps, ça s'ouvre pas. Alors qu'il pense que ça va s'ouvrir. Alors il se dit, c'est de ma responsabilité. Vu que c'est de ma responsabilité, il va chercher à comprendre qu'ai-je donc fait pour mériter ça. Et si à ce moment-là, tac, il levait la patte comme ça, il va se dire, c'est parce que j'ai levé la patte que ça n'a pas marché. C'est parce que j'ai bougé les ailes que ça a marché. Donc rappelez-vous bien de ça. Ça veut dire que le pigeon va commencer à s'obliger à faire des choses pour obtenir amour, sécurité, reconnaissance, parce que ça marche pour les trois. Et il y a des choses qu'il va s'interdire de faire, considérant qu'il ne faut pas provoquer le Dieu extérieur. Et c'est pour ça qu'il va développer une forme de superstition liée à l'environnement, et il va y avoir même un dévouement qu'il va mettre en œuvre par rapport à l'environnement. C'est le noyau avec lequel vous, moi, nous avons grandi. Ça veut dire que si on regarde notre enfance et on se dit, c'était quand notre premier souvenir dont on est conscient? Vous allez dire 2 ans, 3 ans, parfois 4 ans, parfois un peu plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant alors? Et on vivait pas. Si. On vivait très bien. Et on vivait tellement bien qu'en fait, on a construit toute une psychologie inconsciente qui est faite de croyances, qui est faite de
causalité, c'est-à-dire de cause à effet. La cause, je lève les bras, je crois, j'ai la croyance que si je bouge les bras, alors à ce moment-là, ça va avoir pour cause que la trappe s'ouvre et que je peux manger. Si je bouge la patte, ça va avoir comme cause que, en fait, le Dieu univers va pas être content et à ce moment-là, je serai puni et la trappe va pas s'ouvrir. Donc ça, on a ça à l'intérieur, nous, de cette boîte noire. La boîte noire, c'est ce qu'il y a avant nos premiers souvenirs, avant la conscience qu'on avait. Et la plupart de nos fonctionnements se trouvent dans cette boîte noire. Alors, ce qu'on va faire ensemble pendant cette soirée, on va aller explorer cette boîte noire parce qu'elle va donner énormément d'explications à notre vie d'aujourd'hui. Et que vous ayez 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, ça ne change rien. Vous allez voir que chacun d'entre nous, on est toujours en train de battre des ailes et de se dire qu'il faut pas lever la patte. On continue. Alors, la perception de l'enfant, à la naissance, avant la naissance, il se croit parfait parce que tout fonctionne bien. Mais sauf qu'à la naissance, puisqu'il y a des choses qu'il perd. Il perd l'amour, il perd la sécurité, il perd la reconnaissance. Donc il se dit, je ne suis donc pas parfait, je suis imparfait. Et c'est parce que j'explique ça d'une autre manière, vous avez compris. C'est parce que je suis imparfait que j'ai perdu amour, sécurité et reconnaissance. Donc je dois faire ce qu'il faut pour être parfait, pour redevenir parfait. Je dois me corriger. Donc plus de ça, moins de ça. Et donc l'objectif, c'est de passer aux yeux des autres, aux yeux de l'environnement, aux yeux de Dieu auquel j'ai mis une superstition et donc un dévouement. Je voudrais qu'ils me perçoivent comme parfait. Mais nous connaissons tous des gens qui se sont corrigés et quand on les regarde, on ne les imagine pas parfaits. On les imagine comme des caricatures. Quelqu'un qui essaye toujours de ne jamais faire aucune erreur, ou qui essaye toujours d'être le premier, ou qui essaye toujours de tout savoir, ou qui essaye toujours d'être le plus fort, ou qui essaye toujours, jamais de problématiques, ou qui essaye toujours de tout prévoir, vous voyez. Donc ça va créer des caricatures, parce que ma nature, elle n'est pas de faire plus de ça ou moins de ça. Ma nature, elle est de faire ça quand j'en ai envie ou quand c'est nécessaire, et de faire ça quand j'en ai envie ou quand c'est nécessaire. Je pense que vous comprenez à peu près ce que je dis pour l'instant. Donc ça, c'est la perception de l'enfant, mais on a la même chose sur la perception du pigeon. J'essaye d'avancer rapidement pour aller au maximum au cœur de ce que j'ai aussi envie de vous transmettre. Ça, c'est moi, à la naissance, un beau bébé, 4,5 kg, vous avez pu voir, c'est pas mal. Je bois un coup parce que je parle beaucoup. Ça, c'est moi. Quand je suis petit, puisque je suis en dehors du ventre de ma maman, lorsque je ressens des besoins, je vais donc manifester auprès de mes parents, auprès de ce que j'appelle les présidents. Pourquoi je les appelle les présidents? Parce que c'est eux qui président à ma vie. C'est eux qui président à mes décisions. Normalement, un président, c'est quelqu'un qui a une vision et qui préside aux décisions. Normalement. On peut se rendre compte que ça peut être différent. Mais là, en tout cas, mes parents, c'est leur job. Alors moi, quand j'ai des soucis, que j'ai envie de manifester un manque parce que j'ai faim, parce que j'ai froid, parce que je me sens seul, parce que ci, parce que ça. En tout cas, il peut me manquer de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance. C'est toujours le même truc. Eh bien, je vais manifester mon manque. Alors les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire en retour? Normalement, ils vont m'envoyer ce qu'on appelle les cacahuètes d'amour, de sécurité ou de reconnaissance. Ils vont me donner à manger, ils vont me faire un câlin, ils vont me changer, ils vont me rassurer, ils vont me mettre dans un endroit plus chaud, moins bruyant. Là, en fait, ils vont faire ce qu'il faut. Mais imaginez qu'à un moment donné, les parents, ils sont occupés. Maman ou papa est au téléphone avec Free parce que je sais pas quoi, il y a une embrouille sur le contrat. Et puis, pour parler à un conseiller, tapez 1, tapez 2, vous voyez bien le truc. Eh bien, moi, en fait, je manifeste, je manifeste un petit peu comme le pigeon, il essaye de faire tout un tas de trucs, mais ça ne réagit pas. Et si ça ne réagit pas, moi, ça va me rappeler des souvenirs, les amis. Les souvenirs, c'est lesquels? Les souvenirs, j'ai l'impression que je me rapproche de la détresse infantile. Comment je sais que je me rapproche de la détresse infantile? Parce que je ressens de l'angoisse. Vous savez, l'angoisse, c'est quand quelque chose nous fait peur, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Sinon, on dirait, j'ai peur. Mais là, on a de l'angoisse. L'angoisse, elle monte au fur et à mesure que le manque augmente. Quand le manque augmente, manque d'amour, manque de sécurité, manque de reconnaissance, tout d'un coup, l'angoisse augmente parce que l'angoisse me dit, Daniel, tu te rapproches sévèrement de la détresse infantile, qui est la référence absolue de quand tu étais jeune. Ouais, mais moi, je m'en rappelle pas. Non, t'as raison, tu t'en rappelles pas parce que c'est dans la boîte noire.
Toi, dans la boîte noire, tu sais pas ce qu'il y a. Moi, je sais ce qu'il y a. Il y a ta détresse infantile. La seule chose que tu sais, c'est qu'en fait, ta boîte noire est en voie de l'angoisse au fur et à mesure que la situation te rapprocherait tout simplement de la détresse infantile. Alors là, toi, tu as un inconscient qui est aussi dans la boîte noire. Ton inconscient, il s'agite et il dit « Ok, on va envoyer la cellule de crise ». Qu'est-ce qu'une cellule de crise ? Eh bien, c'est face à un événement extérieur, c'est la capacité de notre être à mobiliser de l'intellect, de l'émotionnel, du comportemental pour faire face à une difficulté et retrouver l'homéostasie, c'est-à-dire le fait que l'angoisse diminue et que j'ai le sentiment que l'amour, la sécurité et la reconnaissance sont à nouveau là, à nouveau disponibles. C'est le job de la cellule de crise. On en a plein des cellules de crise. Si on crève un pneu sur l'autoroute, alors qu'on était en train d'écouter de la musique, c'est fini d'écouter de la musique, les petits mouvements d'épaule et tout ça. Non, on arrête tout. Concentration. D'abord, la cellule de crise va prendre dans notre cerveau la quantité d'intellect nécessaire, la quantité émotionnelle nécessaire et la quantité comportementale nécessaire pour régler la problématique. On peut même, lorsque ce sont de grosses cellules de crise, et croyez-moi que la cellule de crise dont on parle là, c'est la plus grosse, sauf si on a vécu des traumas, mais celle-là restera quand même majeure, eh bien, cette cellule de crise est capable de posséder quelqu'un. Et tout d'un coup, il ne sait plus du tout qu'il est sous l'emprise d'une cellule de crise et il se rend compte qu'il a des comportements, des manières de réfléchir, des émotions qu'il ressent, en fait, qu'il n'arrive plus du tout à contrôler. C'est normal, son inconscient a court-circuité notre cerveau habituel pour envoyer la cellule de crise parce que c'est déclenché dans l'environnement une problématique, c'est-à-dire que quand j'ai manifesté le manque, eh bien, la mobilisation de la part de président n'a pas eu lieu. Alors la cellule de crise, elle est là, deux fonctions majeures. Première fonction, découvrir ce qu'on appelle la loi de causalité, la loi de cause à effet. Quelle était la mission depuis le début? Comme pour le pigeon, les amis. Ça, selon la cellule de crise, alors vous voyez bien que c'est compliqué parce que dans une cellule de crise, il y a des choses qui ne sont pas vérifiées. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai passé 10 ans à étudier ce qu'il y avait dans cette boîte noire, dans cette cellule de crise. Ce qui fait que les causes à effet, je les connais. Quand je vois quelqu'un qui agit ou qui réagit, je sais qu'il agit, qu'il réagit pour obtenir amour, sécurité, reconnaissance, en fonction de la croyance de la cellule de crise qui dit telle causalité génère tel effet. Donc si tu es comme ça, si tu fais ça, si tu possèdes ça, si tu n'es pas comme ça, si tu ne fais pas ça ou si tu ne possèdes pas ça, alors il y a une chance que tu récupères amour, sécurité, reconnaissance. Ça, c'est son boulot. Deuxième boulot, identifier les présidents. Tout le monde n'est pas dans notre environnement des fournisseurs d'amour, de sécurité et de reconnaissance. Ça veut dire qu'il y a des gens, en fait, on s'en fout un petit peu. Avec eux, la cellule de crise ne se déclenche pas. Vous êtes dans une réunion, vous êtes là, vous en foutez un petit peu de la réunion, puis tout d'un coup, il y a une personne qui rentre et tout d'un coup, vous vous rendez compte que, vous vous mobilisez beaucoup plus. Eh bien, ça veut dire que la cellule de crise, elle active et elle vous empêche, en fait, d'être vous-même et elle dit, il y a des petits réglages, tiens-toi droit, parle bien, fais comme si tu étais intéressé par la réunion, ce genre de choses. Donc, l'objectif de cette cellule de crise, c'est de fabriquer un autre moi qui va être amélioré, auquel on va enlever certaines parties. Ce moi, c'est ce qu'on appelle un moi customisé, un moi amélioré, un moi selon la cellule de crise, un moi parfait. Ça veut dire, c'est ce moi-là, ça veut dire que c'est moi, mais qui devient je. Donc, je suis désormais quelqu'un qui n'est plus moi, donc on va dire c'est un faux moi. Ça, en fait, la cellule de crise va mettre plus de battements d'ailes. Alors pour certains, pour les êtres humains, ça va être faire plus les choses parfaitement, être plus attentif aux autres, être meilleur, être plus décalé, être plus savant, être plus prévoyant, être plus fun, être plus fort, être plus cool, peu importe. Donc il y a des choses qui vont être mises en lumière dans notre être, et puis il y a des choses, ça va être mis dans l'ombre. Et ça sur 3 dimensions. Sur la dimension de l'être, donc je vais chercher à devenir quelqu'un, alors que j'étais déjà moi, eh bien la cellule de crise, elle dit non, on a déjà essayé d'être moi,
Tu as manifesté ce dont tu avais besoin, mais le monde s'est pas mobilisé, donc ne sois pas toi. Je vais te demander de faire beaucoup plus de ça, beaucoup moins de ça, de manière à être un je qui pourra, selon la cellule de crise, être parfait. Donc il y a des choses qu'on met en lumière, puis il y a des choses qu'on met dans l'ombre. Il y a des choses qu'on met en lumière dans le faire, c'est-à-dire il y a des choses on fait. On va même se rendre compte si je vous dis, bon, il y a bien des choses que vous faites et puis que vous aimeriez pas que les autres sachent que vous fassiez ça, hein. Et puis il y a des choses que vous faites, ben vous êtes content quand les autres le sachent, hein, le savent. Ouais, c'est mieux. Et puis il y a des choses que vous possédez. Eh ben, vous avez plutôt tendance à les planquer. Moi, j'ai une amie comme ça, et des fois, je passe devant chez elle, et c'est marrant parce et je sais qu'elle a une télé, mais elle a mis une couverture par-dessus. C'est pas pour la poussière, c'est pour faire croire qu'elle la regarde pas. Mais des fois, quand je passe devant chez elle, ben, je vois bien que sa télé est allumée. Mais à chaque fois que moi, je suis invité, la couverture est toujours dessus. Je me dis, tiens, c'est marrant, ça. Voilà. C'est juste ces petits détails, mais vous allez voir qu'il y en a des plus gros, hein. Si ça se résumait simplement à la couverture sur la télé, ça serait cool. Alors, on va dire que voilà, donc, j'ai manifesté. Il n'y a pas eu le retour, donc on passe par les mécanismes comme ça. L'objectif est de proposer un jeu au président qui, selon la cellule de crise, va leur plaire, avec l'hypothèse qu'en retour, j'obtienne enfin des cacahuètes d'amour, de sécurité et de reconnaissance. Ça, c'est le calcul qu'il y a à l'intérieur de notre sacrée boîte noire. Alors, si vous me demandez, vous, est-ce que vous avez une boîte noire ? Oui. Si vous me demandez si dans votre boîte noire il y a ça, je vous dis, toutes les personnes avec qui je parle ont effectivement une boîte noire. Absolument. Alors, on avance ensemble. On va voir ce que ça va générer. Ce que ça va générer, c'est que on va avoir plusieurs formes de peur à l'intérieur de nous, et c'est fondamental de pouvoir les repérer. Celui qui est, capable de repérer ses peurs, va être capable de savoir quoi faire par rapport à ça. Alors, on revient, là on est dans le ventre de la maman, c'est la référence du plein, il y a la naissance, c'est la référence du vide. À chaque fois qu'on se rapproche du vide, l'angoisse monte, on a de plus en plus d'angoisse. Donc dites-vous bien que quand vous avez de l'angoisse qui monte, c'est parce qu'il y a une peur derrière, il y a une peur d'un des ingrédients, il y en a 3 possibles. Lorsque l'enfant se rapproche du vide, eh bien, on pourrait croire qu'en fait, il va fuir le vide. Mais le vide, en fait, on peut pas le fuir. La seule chose qu'on peut faire, c'est le combler. Le boucher, on va le fermer, on va le combler. De l'extérieur, ça semble débile, mais de l'intérieur, c'est tout à fait clair. Chacun d'entre nous, on passe une grande partie de notre vie à combler ce vide. C'est pour ça qu'on va parfois, trouver même un compagnon qui va nous combler. Voilà. Ben oui, mais on n'est pas un grenier, en fait. Donc, l'objectif, c'est quand même de se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on est en train d'essayer toujours de remplir ce fameux vide? Et puis, surtout, de quelle manière? Donc, comment est-ce qu'on remplit ce vide? Eh bien, premièrement, en essayant d'exister. L'hypothèse de la cellule de crise, c'est de dire, si à un moment donné, je n'ai pas obtenu d'amour, de sécurité, de reconnaissance, c'est parce que je n'existais pas aux yeux des autres. Donc il faut que j'existe. Donc l'enfant va essayer de construire un personnage, va essayer de construire un faux moi que peut-être les autres vont voir, et peut-être que s'il le voit comme parfait, selon la définition de la cellule de crise, eh bien il pourra recevoir de l'amour, de la sécurité et de la reconnaissance. D'ailleurs, vous pouvez voir, par exemple, vous arrivez chez des gens, l'enfant est sage, et vous êtes, je sais pas, à l'apéro ou autre chose, et tout d'un coup, l'enfant va faire son intéressant. C'est-à-dire qu'il va commencer à jouer un personnage, soit un peu chiant, soit marrant, soit qui fait bien les choses, qui va montrer qu'il a réussi les Lego ou je sais pas quoi. Donc, chacun d'entre nous, nous avons tenté de construire des personnages. Ce personnage, ce quelqu'un, parce que on pense que, en fait, nous, on n'est pas suffisamment visible, donc il faut devenir quelqu'un. Et chacun d'entre nous, on est devenu quelqu'un. Et puis peut-être même qu'un jour, vous vous êtes posé la question, vous avez observé quelque chose. Ouais, peut-être que je suis devenu quelqu'un, mais peut-être que ce quelqu'un, au final, c'est pas moi. Moi, je me souviens le jour où je me suis posé cette question. Deuxièmement, l'enfant va essayer de remplir
le vide, c'est-à-dire essayer de sortir de cette détresse pour revenir dans quelque chose de plus plein, en essayant de combler ça par des actions, en faisant certaines actions et en n'en faisant surtout pas. Donc peut-être il va essayer d'être performant, peut-être il va essayer de bien faire, peut-être il va essayer de faire pour les autres, peut-être il va essayer de faire en étant le meilleur, peut-être il va essayer de faire différemment, peu importe, mais autant il va essayer d'exister en devenant quelqu'un, mais il va aussi essayer de marquer les présidents à l'extérieur de lui en faisant certaines choses et en s'interdisant, bien évidemment, d'autres choses. Moi, mon père, qui avait un personnage très modeste, je l'ai rarement vu au golf. Ah, voilà, parce que ça, pour lui, ça ne se faisait pas. Donc, il l'aurait pas fait parce que selon sa cellule de crise, il n'aurait pas été cohérent. Troisième point, ce qu'on possède, c'est-à-dire les possessions. On peut avoir beaucoup d'argent parce que, en fait, on considère que ça va nous permettre d'être en sécurité ou d'être reconnu. On va avoir beaucoup de diplômes, avoir un poste prestigieux, peu importe ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Il y a des gens qui vont s'organiser pour avoir une voiture un peu pourrie parce que comme ça leur permet de se décaler par rapport au reste de la famille. Ou une voiture très luxueuse, une voiture qui consomme beaucoup, une voiture très écologique avec un moteur hybride ou je sais pas quoi. Il faut savoir que ce ne sont pas toujours les convictions du moi qui nous obligent à être, à faire ou à avoir, mais c'est bien souvent la cellule de crise qui nous oblige à avoir, à être et à faire certaines choses et qui nous interdit d'être, de faire ou d'avoir d'autres choses. Je pense que vous comprenez tout ce que je suis en train de raconter. Alors une fois que j'ai fabriqué tout ça, je vais bien évidemment avoir la peur de le perdre. On va regarder même comment ça se passe. De peur en peur. On est toujours dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire la référence du bonheur, où c'était le plein. Lorsqu'on va arriver dans la naissance, va naître la détresse infantile. Et donc ça va générer la peur du vide. La peur du vide. La peur du vide, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va combler cette peur du vide en faisant ce qui est possible pour le faire. Donc l'enfant, lui, il va chercher à combler. Pourquoi est-ce qu'il va combler? Parce qu'il a la peur du manque. Il a peur qu'il manque quelque chose dans son système et il se dit, oui, mais si j'ai pas ce qu'il faut, s'il manque quelque chose, peut-être je suis pas la bonne personne, je fais pas les bonnes choses, je ne possède pas les bonnes choses, alors je vais retomber dans le vide. Donc là, moi, je veux pas y aller, j'ai la peur du vide. Pour éviter la peur du vide, l'enfant va chercher à le combler parce qu'il a la peur du manque. Ça veut dire que le vide, pour lui, c'est qu'il manque quelque chose à l'intérieur du vide. Et donc, il a peur du manque. Donc, il va chercher à combler. Mais si il comble dans les trois dimensions, en train de faire, d'être ou d'avoir, alors à ce moment-là, il va arriver sur une autre peur. C'est la peur de perdre. C'est-à-dire la peur de perdre ce qu'il est, son statut. Je suis devenu quelqu'un d'important. Par exemple, moi, je suis conférencier, formateur. J'ai pas envie qu'on me traite d'autre chose. Voilà. Pourquoi? Parce que je pourrais avoir la peur de perdre. Ou la peur de perdre, je sais pas, j'ai plus de travail ou je sais pas quoi. Je vais avoir peur de perdre. Quelqu'un qui est devenu quelqu'un, il a peur de perdre ce quelqu'un parce qu'il a la cellule de crise, a la croyance que derrière, il va perdre amour, sécurité, reconnaissance. Donc, après qu'il a eu la peur du manque, il va combler avec être, faire, avoir, parce que il veut absolument s'éloigner le plus possible de ce vide et de ce manque. Et donc, il va construire son être, son faire et son avoir. Et il va développer la peur de perdre. La peur de perdre tout ça. C'est pour ça que les gens sont attachés à leurs affaires, à leurs activités, à leurs identités diverses, parce qu'ils se disent que si à un moment donné ils perdent ce que l'enfant a cherché à combler, eh bien, ils vont retomber dans le manque. Et le manque, ça leur rappelle trop le vide. Et le vide, en fait, c'est ce qui les éloigne le plus du jardin d'Éden. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lorsque l'enfant va naître, il découvre le vide. Lorsqu'il découvre le vide, il découvre le manque. Lorsqu'il découvre le manque, il cherche à le combler. Lorsqu'il l'a comblé, ensuite, il a peur de perdre ce avec quoi il l'a comblé. Donc, vous voyez, c'est même très simple. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre machine. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre inconscient. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre boîte noire. C'est ce qui s'est passé avant que l'on commence à réfléchir, à devenir intelligent. Ça veut dire que notre intelligence, elle repose sur un système de croyances qui fonctionne selon ce modèle-là. Si vous ne comprenez pas ça,
Après, vous allez vous dire, mais pourquoi je suis intelligent, je suis déterminé, machin, et pourquoi alors je n'obtiens pas les bons résultats? Pourquoi j'ai fait un burn-out? Pourquoi j'ai fait une maladie? Pourquoi je suis fatigué? Pourquoi je suis déprimé? Pourquoi ça m'énerve? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi malgré tous mes efforts? Tout simplement parce que tu ignorais ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, on en est au tout début, vous allez voir que c'est absolument génial. Alors, on avance. Alors, les amis, maintenant, parce que qu'est-ce qu'on a été voir? On a été voir la cellule de crise, mais je vous l'ai pas dit depuis le début, mais cette cellule s'appelle la cellule de crise égotique. C'est la plus puissante à l'intérieur de nous. Et comment est-ce qu'on sait que la cellule de crise nous a captés, nous a possédés? Comment est-ce qu'on le sait qu'elle est activée? Comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, parce que on va se regarder avec les yeux des autres. Comment est-ce qu'on sait qu'on se regarde avec les yeux des autres? Il y a certaines choses qu'on fait, qu'on est ou qu'on possède. Eh bien, il y a des choses on aimerait que les autres le voient. Et puis, il y a des choses on n'aimerait pas que les autres le voient. Je vous raconte vite fait l'histoire de ma maman. Ma maman, elle habite à la campagne. Elle est âgée. Et elle se dit, tiens, je vais l'habiter dans le bourg de la commune. On lui trouve une petite maison sympa, mais 3 mois, 4 mois après, elle se dit, je me plais pas ici. On lui dit, c'est pas grave, maman, tu rentres à la maison, il n'y a pas de souci. On n'a pas vendu la maison, donc il n'y a pas de souci, tu peux rentrer au village. Ah, elle dit, ça non. Ah, non. On lui dit, mais pourquoi, maman? Parce qu'elle nous dit, mais, qu'est-ce que les gens vont dire? Vous vous rendez compte? Nous, on lui dit, mais maman, on s'en fout. Elle dit, oui, vous, peut-être, mais pas moi. Donc tu veux pas rentrer? Non. Bon, alors on laisse passer du temps, puis 3 semaines plus tard, elle nous dit je vais rentrer au village. Ah bon? T'as changé d'avis? Elle dit oui. Je dis, alors moi je lui ai posé la question, mais je dis, pourquoi t'as changé d'avis? Et vous savez ce qu'elle me répond? Elle me répond, parce que je sais quoi leur dire. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que la cellule de crise est dit au départ, non, tu n'écoutes pas tes besoins parce que sinon tu vas dégrader ton identité, celle qu'on s'est tant emmerdée à vendre aux autres. Sauf qu'à un moment donné, elle se dit dans sa petite discussion interne, et c'est là où ma maman, c'est un génie, eh bien, elle a dit, je lâche pas. Alors la cellule de crise, elle dit, oh là, attention, on a affaire à un bon dossier. Bon, écoute, ma maman, elle s'appelle Michel. Elle dit, bon, ok, Michel, tu vas pouvoir rentrer, mais va falloir leur expliquer, en fait, pourquoi tu rentres. Parce que sinon, c'est la peur de perdre. Et c'est la peur de perdre le personnage qu'elle a vendu depuis un demi-siècle dans le patelin dans lequel elle a toujours vécu. Et de ses copines, elle dit, oui, non, mais Michel, ma maman, ouais, mais elle a pas beaucoup de besoins. C'est quelqu'un d'assez modeste. C'est pas quelqu'un qui a des lubies. Donc, elle s'est toujours vendue comme ça. Et donc, l'idée de repartir comme ça sur un coup de tête, mais en fait, ça ruinerait ce qu'elle a comblé, ce qu'elle a construit. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et donc, ça nous montre à quel point, nous, quand on se regarde avec les yeux des autres, eh bien, on se dit, tiens, s'il y avait des gens, là, s'il y avait certaines personnes, c'est des présidents, bien évidemment, j'aimerais pas qu'ils voient ça. Ou alors, on va s'arranger pour montrer certaines choses, certaines actions ou certaines manières d'être, eh bien, quand certaines personnes sont là. Et puis, on va pas s'emmerder si certaines personnes ne sont pas là. Voilà. Eh ben, ça veut dire que notre cellule de crise égotique fonctionne lorsqu'on se regarde avec les yeux des autres. Moi, j'ai passé des 50 ans de ma vie à ne pas être capable de m'acheter des habits parce que je n'arrivais pas à me regarder moi-même. Je me regardais avec les yeux de mes présidents et chaque fois je me disais, c'est pas possible, non, tu peux pas acheter ça. Et c'était un vrai cauchemar. Deuxième point, comment est-ce qu'on se rend compte que notre cellule de crise est activée grave? Eh bien, on est dans le contrôle. Là, ma maman, c'est un spécimen de contrôle. Lorsqu'elle dit non, je me contrôle dans mes envies parce que je ne veux pas laisser passer un autre je que celui que j'ai toujours présenté aux autres. Donc, contrôle d'elle-même, je ne partirai pas. Et puis, elle est partie à partir du moment où elle contrôlait ce que les autres pouvaient penser d'elle parce qu'elle savait ce qu'elle pouvait leur raconter parce qu'elle nous a dit, je sais quoi leur dire. Vous voyez? Troisième point qui est monumental, là vous allez tous vous reconnaître ou alors c'est que vous êtes de mauvaise foi, avoir
raison. Avoir raison, eh bien, ça veut dire quoi? Avoir raison, c'est la même chose que de protéger ses acquis. C'est la même chose que la peur de perdre. Eh bien, quand elle veut avoir raison sur le personnage qu'elle a toujours vendu à ses amis, que ce personnage n'a pas de lubie, est sobre, ne fait pas les choses sur un coup de tête, est quelqu'un de très modeste, et gna 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 gna. Donc, elle veut avoir raison, et quand elle leur raconte une histoire, c'est l'histoire qui justifie le comportement qu'elle a eu et qui va pas dégrader l'image que les autres ont d'elle. Oh, vous vous rendez compte? Ça fonctionne comme ça à l'intérieur de nous. Quatrième point, parce que le personnage que j'incarne sait compter. Hein. Donc, la perfection plus. Ça veut dire qu'on va toujours chercher à améliorer, lorsque la cellule de crise est activée, toujours chercher à améliorer notre personnage, notre jeu. On va chercher à améliorer les comportements qu'on veut qu'ils se voient et on va chercher à améliorer les comportements qu'on veut cacher, c'est-à-dire on va mieux être capable de les cacher. Et dans ce qu'on possède, c'est pareil. Donc on va se rendre compte que on est toujours en train de perfectionner notre personnage parce que derrière, il y a la peur de perdre, parce qu'il y a la peur du manque, parce que derrière, il y a la peur du vide. Et derrière la peur du vide, il y a la détresse infantile qui, en fait, dont on connaît, dont on suppute à la présence par le fait que quand on se rapproche du vide, c'est-à-dire du manque, eh bien, l'angoisse monte. On continue. J'avais pas prévu de vous faire ce cadeau, mais je vais le faire quand même, parce que je pensais avoir enlevé cette diapo, mais elle est toujours là. Alors, nous vivons, et ça, vous allez voir, c'est vraiment un cadeau que de vous parler de ce cadeau. Ce cadeau, c'est le cadeau de naissance. On pourrait dire que si Dieu existe, à la naissance, il nous livre au monde avec rien. Et donc, il nous dit, tu vas passer du plein du ventre de ta maman ou du monde de ta maman et tu vas rentrer vide dans un monde, c'est vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien du tout. Et le cadeau que l'univers ou Dieu ou ce que vous voulez nous fait, c'est un cadeau de vide. Mais vous imaginez bien que quand vous avez un mois avec votre cellule de crise, vous n'avez pas encore la conscience des choses. Vous n'avez pas encore cette intelligence consciente qui vous permet d'avoir le détachement, le recul pour vous dire « Ah oui, mais non, c'est rien, c'est l'univers, il m'a fait un cadeau, c'est pour ça qu'il m'a coupé du monde de maman, c'est pour me faire rentrer dans le monde. Et comme ça, dans le monde, il y a rien du tout. » Et non, ça marche pas comme ça. Donc l'enfant, dès qu'il voit le cadeau de naissance, eh bien il se dit « Faut absolument que je comble ce cadeau de naissance. » Ça va générer quoi? Ça va générer que l'adulte, lui, quand il va, normalement, à un moment donné, devenir adulte, il va se dire, mais en fait, si je réfléchis bien, le cadeau de naissance que nous offre l'univers, c'est le vide. Ça va nous permettre de vivre ce qu'on veut, de vivre ce dont on a envie, de mettre dans sa vie ce qui nous plaît. On va pouvoir mettre dans la vie les gens qu'on a envie de mettre dans notre vie, les activités qu'on a envie de mettre dans notre vie. On va pouvoir faire ce qu'on veut de notre vie. En fait, elle est vide, notre vie. Dieu nous a donné cette vie. Elle est vide. Donc, on y met ce qu'on veut. Sauf qu'au moment où l'adulte commence à faire ça, crise de la quarantaine, hein, bon, ça dépend des gens, hein, voilà. C'est pas toujours 40 le chiffre, hein. Mais lorsque l'adulte, lui, il perçoit ça, mais il se rend compte que l'enfant avait rempli sa vie, rempli. Il fallait devenir quelqu'un, il fallait faire des choses, il fallait posséder certaines choses. Et donc, l'enfant se trouve face au vide et il le remplit. Et quand l'adulte se trouve face à ce que l'enfant a rempli, eh bien, il veut le vider. Pourquoi? Parce que c'est un paradoxe. C'est-à-dire, le cadeau de l'univers ou le cadeau de la vie, c'est le vide. Lorsque c'est perçu par l'enfant, c'est une angoisse totale. Donc l'enfant craint le vide, alors que l'adulte désire ce vide pour pouvoir y mettre ce qu'il a envie désormais qu'il est devenu adulte. Alors acceptons qu'à l'intérieur de nous, nous avons un paradoxe absolu. Ce paradoxe est simple. Il y a en nous un enfant qui fuit le vide et un adulte qui désire le vide. Lorsque c'est l'adulte qui désire le vide, en fait, il veut le vide parce que pour lui, c'est la définition de la liberté. Quand l'enfant regarde la liberté, pour lui, c'est du vide, c'est de l'angoisse.
Quand l'adulte voit le vide, pour lui, c'est de la liberté, et donc c'est un délire total, c'est génial. Donc nous devons comprendre qu'à l'intérieur de nous, face à une situation, l'enfant essaye toujours de remplir, l'adulte essaye toujours de vider pour pouvoir y mettre ce qu'il a envie d'y mettre. C'est donc un paradoxe. Nous désirons et fuyons la même chose, c'est-à-dire le vide, vu par l'enfant, ou la liberté, vue par l'adulte. Alors, pour éviter le vide, l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une cellule de crise, la cellule égotique. Et cette cellule égotique a pour fonction de censurer l'adulte pour que l'adulte ne fasse pas ce que l'enfant craint. Et l'enfant craint quoi? Le vide, c'est-à-dire la disparition de l'amour des autres, de la sécurité des autres, de la reconnaissance des autres. Alors il va falloir que l'adulte construise, lui, une cellule de soutien pour que cet enfant soit rassuré et qu'on puisse prendre cet enfant en lui disant « Ok, attends, oh là là, l'adulte cherche à faire le vide pour retrouver la liberté, on va se débarrasser de ça. Ben oui, mais c'est la maison de famille. D'accord, mais si on a envie, moi j'ai envie de vivre une belle vie. T'inquiète pas, t'en avais besoin quand t'étais petit, mais là t'en as plus besoin. Oui, mais qu'est-ce que va dire papa ? Papa, il dira ce qu'il veut. Oui, mais mes amis, s'ils me jugent, mais ils te jugeront de toute façon. Mais moi, je suis là. Tu faisais ça quand tu étais petit pour avoir l'amour, la sécurité et la reconnaissance d'un adulte. Je suis un adulte. Je suis un adulte. Et donc, moi, adulte, je vais donc devenir celui qui crée la cellule de soutien pour cet enfant qui veut absolument fuir le vide, alors que moi, je désire la même chose, sauf que ce vide, moi, quand je le regarde, c'est de la liberté. Je pense que vous comprenez très bien ce que je raconte. Alors, on continue. On va voir maintenant qu'à l'intérieur de nous, ces deux entités ou ces deux formulations psychologiques existent. Et que on a à rééquilibrer notre manière de vivre et notre manière d'exister. Exister ou vivre, la conférence aurait pu s'appeler « Vivre ou exister ». Il faut choisir. Non, d'abord, il ne faut pas choisir. Il faut juste rééquilibrer les choses. Tout est bon, c'est simplement à nous de voir à quel moment on va donner le pouvoir à qui. Parce que c'est quand même moi qui décide au final. Alors, ça c'est moi. Et puis, j'ai un ego. Mon ego, c'est le résultat de la cellule, j'aurais pu mettre cellule de crise égotique. Pourquoi est-ce qu'on développe une cellule de crise égotique? Mais parce que à la naissance, nous sommes dépendants. Donc, vu que nous sommes dépendants, nous créons une cellule de crise de survie qu'on appellera la cellule de crise égotique, qui nous permet de bien jouer l'affaire pour que les autres nous apportent ce dont nous avons besoin. Cette cellule de crise est géniale, elle nous permet d'arriver dans une famille de gauche, de droite, de riches, de pauvres, de ce que vous voulez, du nord, du sud, vous pouvez naître jaune, noir, blanc, ce que vous voulez. Eh bien, la cellule de crise va toujours fonctionner de la même manière chez chacun d'entre nous. Elle va nous permettre de nous adapter. Elle est d'une puissance redoutable. Le seul truc peut-être, c'est que si on nous avait un petit peu appris cette cellule de crise, nous pourrions aujourd'hui la réviser, lui redonner sa place. Et je vois encore des gens qui ont 50, 60, 70, 80, 90 ans et qui sont toujours dans le fonctionnement de la cellule de crise. C'est-à-dire ils sont toujours en dépendance. Et la dépendance, c'est flippant. La dépendance, c'est stressant. La dépendance, c'est angoissant. L'objectif, c'est peut-être de sortir de cette angoisse pour aller dans quelque chose de beaucoup plus paisible. On va donc voir de quelle manière ensemble. Ça, c'est ma cellule de crise et ça, c'est mon naissance, c'est-à-dire c'est mon identité profonde, c'est mon ADN, c'est qui je suis vraiment au fond. On pourrait dire que si j'avais pas eu à m'adapter, j'aurais été qui? Voilà, c'est ça le truc. En sachant que ma capacité à m'adapter fait partie de moi, bien évidemment. Alors, l'ego, c'est le jeu. Le je n'est pas toujours d'accord avec moi. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup confiance en moi. Et souvent, même, il y a des gens qui me disent « Oh, je ne m'aime pas, moi. J'ai pas beaucoup d'estime pour moi. J'ai pas confiance en moi. Je me supporte pas, moi. » Voilà. Et donc, il y a le moi qui veut, lui, il veut vivre sa vie. Et le je censure le moi. Moi, je voudrais rester dormir, mais je dis qu'il faut aller travailler. Donc, le moi a tellement d'envie. Mais cependant, le je veille toujours au grain,
toujours au grain. Normalement, avec le temps, ça devrait se calmer, mais pour certains, ça se calme pas du tout, parce que justement, ils n'ont pas été visiter ce qu'il y a dans la boîte noire. Donc le jeu, c'est la personnalité, c'est le personnage, qu'on appelle le masque, hein, c'est moi, mais avec des accessoires identitaires, des accessoires au niveau du faire et des accessoires au niveau aussi de la voix. Alors que ici, on est dans l'identité profonde. C'est qui je suis, vraiment dans mon ADN profond. Certains diront c'est mon âme. Oui, très bien, très bien. Ici, la cellule de crise, elle est là parce que on est sur un fonctionnement de dépendance. L'essence, c'est l'autonomie. Je ne parle pas de l'indépendance, je parle de l'autonomie. L'autonomie, c'est la référence interne. Hein, beaucoup de parents disent « Ah ben ça y est, notre enfant, ça y est, il est indépendant. » Ben, la plupart du temps, c'est financier, c'est matériel. Mais un enfant qui va devenir autonome, c'est un enfant dont le système de référence pour prendre ses décisions se trouve à l'intérieur de lui, et ça n'est pas la suite du modèle familial. Hein, sinon, il est juste indépendant. Là, on parle d'autonomie. L'ego va toujours faire une référence extérieure. C'est-à-dire que pour lui, tu lui dis « j'ai besoin de ça », c'est dehors, va te chercher dehors, va te chercher dehors. Mais je dois faire quoi? Tu fabriques ta monnaie habituelle. Mais comment? En étant quelqu'un, en faisant certaines choses, en ne faisant pas certaines choses, en possédant d'autres choses. Donc la dynamique extérieure. Ici, la référence, elle est à l'intérieur. Ici, c'est l'évitement. Ici, c'est la réalisation. Ici, l'énergie, le moteur, c'est la réalisation. Ici, c'est l'évitement. Ben, de quoi? Ben, de l'angoisse. L'angoisse du vide, l'angoisse du manque, l'angoisse de perdre. Alors que ici, c'est la réalisation. Bon, vie et vide. Ici, c'est la réalisation en fonction de ce qu'on aime et de ce qui fait sens au fond de soi. Donc là, on n'est plus dans une vie qui égale du vide, on est dans une vie qui égale la liberté. Alors, on va faire un petit exercice, les amis, ensemble. Allez, on y va. À l'intérieur de moi, c'est comme si j'étais un instrument de musique et j'ai 3 accords majeurs. Premier accord majeur, la fierté. Me sentir fier. Je suis fier de moi. Ouais, je suis fier de moi. Là, je fais une conférence avec vous. Je suis fier de moi. Et vous allez voir comment je m'y prends pour être fier de moi. Deuxièmement, ressentir de l'amour. J'ai besoin que cet accord majeur d'amour puisse vibrer en moi. Ça veut dire que je sens que cette corde d'amour vibre, ça veut dire qu'elle est alimentée. Il y a de la fréquence d'amour à l'intérieur de moi. Et la fréquence de paix, la fréquence de sérénité. Alors, dans le début de ma vie, je suis un bébé. J'ai 3 semaines, on me met sur le dos, je suis une tortue, hein, on repasse une semaine après, je suis toujours là. Donc, le truc, c'est comment est-ce que je vais m'y prendre quand je suis dans un système de dépendance? Ben, c'est simple. Tout est écrit là. Donc, je vais me débrouiller pour exister aux yeux des autres, parce que c'est mon mécanisme égotique, par mon identité customisée, qui va, grâce à ce système de dépendance, aller à l'extérieur, chercher ce dont j'ai besoin, donc chercher la fierté. Par exemple, bon, ben là, je ne vous ai pas en face, mais peut-être que pour me sentir fier de ce que je fais, hein, c'est dans le faire, là, beaucoup, eh bien, pour avoir ça, qu'est-ce que j'attends? Eh bien, il faut que j'obtienne de la part de mon environnement de la reconnaissance. Alors, des applaudissements, j'espère bien qu'à la fin de cette conférence, vous serez tous debout sur votre table, chez vous, en train d'applaudir. Et là, je me dirais, waouh, je suis reconnu, donc je suis fier de moi. Ça veut dire que tant que je vais fonctionner sur un mécanisme qui va être un mécanisme égotique, eh bien, pour sentir la corde de la fierté à l'intérieur de moi vibrer, alors il faudra que ça vienne de l'extérieur. Et ça, c'est valable à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Mais là, ça y est, là, il y a un moment donné, on est grand. On devrait nous expliquer à un moment donné, mais moi, mes parents ne l'ont pas fait, l'école, on n'a rien à foutre, et bien au contraire, parce que comme ça, on obéit, puisque tout se trouve à l'extérieur, il suffit de nous le supprimer pour qu'en fait, on se sente angoissé. Ah, magnifique. Au travail, ben, on nous reconnaît pas. Ah, angoissé. Donc, c'est un moyen de faire fonctionner l'autre. Parce que nous, on connaît pas la cellule de crise. Mais ceux qui nous gouvernent le savent très bien. Faut pas croire que d'autres n'ont pas étudié ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous transmettre cette information-là, parce que vous allez en faire un truc super intelligent. Donc, j'ai envie de ressentir de la fierté. Moi, je vais pas vous voir applaudir dans vos salles de bain, dans vos salons, en disant « Daniel, c'était formidable, t'as fait une conférence incroyable, c'était génial, on a tellement aimé ce que t'as fait. » Voilà, bon, je vais pas le voir. Donc, pour être fier, il va falloir que j'aille
Ben où? Ben à l'intérieur de moi. Je vais aller voir mon essence. C'est qui? C'est moi. C'est mon identité. Je suis autonome pour me faire de la fierté. Donc, au lieu d'aller chercher tout le temps la reconnaissance chez les autres, ben je vais aller chercher la satisfaction. Ça veut dire que quand, tout à l'heure, on va tout couper, je vais dire, bon, Daniel, à l'intérieur, t'es comment? C'est bien. Je vais être content parce que je vais me sentir satisfait. Bon, pour l'instant, je le suis. J'ai pas fini. Mais je vais ressentir de la fierté. Donc, il y a un des accords majeurs. Ping. Je vais pas avoir besoin d'aller le chercher à l'extérieur. En plus, je parle à une caméra. Bon, c'est une Sony, je suis content. Mais le truc, je suis pas en train de voir, peut-être que ça vous plaît, je n'ai même pas accès aux commentaires, à rien du tout. Je suis seul au monde. Et donc, est-ce que je suis satisfait pour l'instant? Oui, parce que j'ai le bon timing. Je vous parle de ce que j'ai bien travaillé et de la manière dont j'ai envie de vous en parler. On va passer au deuxième parce que plus on donne d'exemples, plus c'est simple. Ressentir à l'intérieur de soi l'énergie de l'amour. Waouh, waouh, waouh. Cool. Ok. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Ben, si je suis dans un phénomène de dépendance, eh bien, je vais aller chercher à l'extérieur, chez les autres. Qu'est-ce qu'il va encore falloir que je fasse pour obtenir leur considération, on aurait pu mettre l'amour, mais j'ai pas voulu mettre le même mot. Mais il y a des gens, pour ressentir de l'amour, sentir la corde comme ça à l'intérieur de l'amour qui vibre, et obtenir de la part des autres de la considération, vont parfois être capables de faire des choses dont ils ne sont pas très satisfaits. Vous voyez? Donc, on peut faire des choses dont on n'est pas satisfait pour obtenir l'amour et même parfois la reconnaissance. Un vendeur, il peut faire croire qu'il est le premier en ayant tripatouillé les chiffres, en disant « Waouh, bravo, t'es le meilleur, t'es le premier », sauf qu'à l'intérieur de lui, il est peut-être pas très satisfait. Il va falloir qu'il se coupe de cette émotion, de ce ressenti. Moi, si j'ai envie de ressentir de l'amour à l'intérieur de moi, je peux aller chercher, j'ai cette chance d'être bien entouré, je reçois beaucoup d'amour, mais je vais aussi aller fabriquer mon propre truc, c'est-à-dire que j'ai eu un cadeau. La naissance, j'ai un cadeau, c'est le vide. Le vide, c'est ta vie. Ah, mais qu'est-ce que j'en fais? Mais tu fais ce que tu veux, tu mets ce que tu veux dedans, tu deviens qui tu veux, très bien. Eh bien, je vais me prouver par la vie que je construis, que je m'offre, que j'ai de l'estime pour moi. Je mets dans ma vie ce que j'aime et ce qui fait sens pour moi, ce qui est la preuve que je m'aime. Et donc, je ressens, par exemple, je fais ce soir ce que j'aime. Voilà. Parler à des gens. Voilà. La semaine prochaine, je serai dans une autre conférence, là, devant un public, dans un théâtre, ça va être super, etc. D'accord. Mais là, je vous parle, là, maintenant, et je fais ce que j'aime, parler de ce que j'ai bossé, de ce que j'ai travaillé, de ce que j'ai compris, de ce qui m'aide. Donc, me fabriquer une vie qui me correspond, c'est de l'estime de soi. Quelqu'un qui s'offre une vie qui ne lui correspond pas, eh bien, il faudra beaucoup qu'il aille chercher la considération des autres pour ressentir de l'amour. Et puis, je vous dirais aussi, vous savez, la petite voix, la manière dont on se parle à l'intérieur. Moi, vous savez comment je m'appelle à l'intérieur? Je m'appelle mon Daniel. Et puis, il y a des trucs que j'aime bien faire souvent. C'est par exemple, quand j'ai un voyage à faire, je vais souvent faire le plein la veille. Et puis, comme ça, je dis, c'est pour toi, mon petit Daniel, demain matin. Et le lendemain matin, quand je prends ma voiture, je vois l'aiguille qui est au plein. Je me dis, waouh, c'est cool, Daniel, d'avoir fait ça. En fait, c'est l'estime de soi. Ce sont des actions. C'est la manière dont on se parle. Ce sont les actions qui montrent qu'on a envie de s'offrir une vie dans laquelle, qu'on aime et qui fait sens pour nous. Troisième point, la paix. Alors, la paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire la sérénité. Ça veut dire, je n'ai pas d'inquiétude pour les choses, que les choses vont être là. Alors, c'est un troisième accord majeur. Cet accord majeur, pour que je ressente cette sensation de sérénité, je vais dire, si je suis dans un système de dépendance, je vais aller directement à l'extérieur. Donc, je vais aller chercher de la sécurité. Donc, je voudrais un CDI. Est-ce que tu peux me garantir que il y aura combien de personnes? Lulu, combien il y a de monde? Dis-moi, est-ce que tout fonctionne bien? Voilà, je vais avoir besoin d'être rassuré, d'être sécurisé par l'extérieur. Ou alors, je vais me dire, ok, moi j'ai envie de ressentir de la paix, mais j'en ai marre de tout le temps vouloir contrôler, sécuriser, combien il y a, pourquoi, comment. Eh bien, je vais commencer à développer quelque chose qui va me permettre, moi, de développer de la confiance en moi. La confiance en moi, c'est la capacité qui est la mienne à me mettre dans des situations où je vais pouvoir me révéler. Là, par exemple, ce soir,
Bon, je connais très bien mon sujet, mais on a une partie technique qui est un peu plus complexe que d'habitude. Et moi, je ne maîtrise pas tout, mais j'ai confiance en moi sur le fait que quoi qu'il arrive, eh bien, je saurai produire le comportement, réfléchir comme il faut pour que ça se passe bien. Voilà. Et donc, je n'ai pas besoin qu'on me rassure sur tout parce que j'ai confiance en moi. Quelque chose en moi va émerger pour gérer et je ne sais pas encore ce que c'est. Ça, c'est important. La confiance en soi est une dynamique qui va faire qu'à un moment donné, va émerger de moi quelque chose qu'aujourd'hui je ne connais pas encore, mais qui sera très à propos, très adapté, qui me permettra de trouver la sérénité. Donc plus je travaille ma confiance en moi, c'est-à-dire plus je m'entraîne à aller dans des choses où je n'ai pas le contrôle, en totalité, je ne suis pas sécurisé en totalité, je ne connais pas tout en totalité, eh bien, ça va me permettre à chaque fois de me dire, ah, j'ai géré quand même, c'est pas mal, hein, je savais pas trop comment on allait faire, mais bon, là, sur ce coup-là, voilà, j'ai raconté une histoire, voilà. Ok, ça, c'est très bien passé. Ça va, les amis? Ok, super, on continue. Alors, exister ou vivre, on va voir que c'est une soirée où on parle effectivement de la cellule de crise égotique. On parle de l'ego. L'ego est un personnage, est une attitude, est une proposition que je vais faire aux autres, de manière à ce que les autres, en retour, m'apportent amour, sécurité, reconnaissance. On va dire que c'est une monnaie d'échange, c'est une posture, c'est une présentation d'une partie de moi, avec ce que j'ai mis en lumière et ce que j'ai mis dans l'ombre, qui, selon ma cellule de crise, va être rentable en termes d'amour, de sécurité et de reconnaissance. Alors, on va voir qu'il y a un tiercé gagnant. Lorsqu'on existe, eh bien, ce qui préside à ma vie, oui, absolument, c'est les présidents, c'est-à-dire c'est les autres. Et les autres vont avoir une influence sur mon je, c'est-à-dire sur mon ego. C'est-à-dire que moi, je vais présenter le je aux autres de manière à ce que les autres m'amènent de l'amour, de la sécurité. Mais puisqu'il faut que je m'adapte aux autres pour qu'ils me donnent de l'amour, de la sécurité, ben, entre nous, c'est les autres qui gouvernent ma vie. Et puis, ben, mon je va censurer le moi. Ce qui veut dire que je suis, alors on voit peut-être pas bien, je suis l'objet du projet des autres. Tant que je suis sous un phénomène de dépendance, alors je suis l'objet du projet des autres. La proposition ce soir, c'est de rééquilibrer tout ça. Mais il y a un truc qu'on va pas changer. Vous allez me dire, mais c'est quoi, Daniel? Parce que j'entends, ça fait 7-8 ans que je fais des conférences en France et Navarre, et il y a des gens qui disent, oui, moi, l'ego, j'ai réglé ça, j'ai tué l'ego, tout ça, je sais pas, quoi, un coup de chevrotine, comment t'as fait? Et donc, en fait, l'ego, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Vous allez voir que, quand on veut commencer à vivre, on a le même podium. Mais dis donc, c'est qui le numéro 1? Ben, c'est moi. Moi va commander qui? En le soutenant, en le rassurant, va commander je. Et je va gérer aussi avec les autres en disant, écoutez, vous avez votre vie, mais moi, en tout cas, je suis au service de Daniel, je ne suis pas à votre service. Et donc, je vais devenir comme un ministre des Affaires étrangères envers les autres. Mon ego, parce que moi, mon ego, il a beaucoup de talent, hein, mais les vôtres aussi, puisque tous les égos ont du talent. On ne peut pas avoir été aux commandes de sa survie pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans sans avoir développé quelques qualités. Alors, à partir du moment, et regardez, l'ego ne bouge pas. Le seul truc, c'est pas la peine de faire 8 ans de développement personnel pour essayer de tuer l'ego, il bouge pas. C'est simplement moi qui vais reprendre ma place de président. Je vais pas vous la faire, moi, président, ça rappellerait des présidents qui ont été franchement à peu près à cette hauteur-là. Donc, non. Mais on va dire que le plus important, c'est de remettre les autres à leur place. Parce que moi, j'ai appris à présider ma vie et à mettre dans ma vie des choses extrêmement simples comme l'estime de soi, la confiance en soi et la satisfaction de soi. Et ça veut dire que je suis devenu l'acteur de ma vie. Alors que j'étais l'objet du projet des autres, me voilà désormais acteur, c'est moi qui prends les grandes décisions de ma vie. Moi, président, je préside à ma vie. Ensuite, la gestion, elle est très souvent confiée au jeu, parce que le jeu, c'est l'acteur du terrain, il est très bon pour ça. Ce soir, avec vous, je suis là, et mon jeu, qui est ici, en fait,
anime beaucoup parce que j'ai un jeu qui est plus drôle que moi, j'ai un jeu qui est rapide, qui est vif, alors que moi, j'ai dit non, on va juste, moi j'ai pris les grandes décisions, c'est-à-dire on va faire une conférence, on choisit le sujet, voilà, grosso modo. Mais après, je suis beaucoup dans mon personnage. Et pourquoi ne pas l'utiliser puisque, en fait, il a aussi du talent. On continue. Alors, être acteur de sa vie, ça veut dire que on va sortir du personnage. Sortir du personnage, sortir de la dépendance, ça veut dire que on va passer dans l'autonomie. Et là, ça a été pour moi une révolution vraiment incroyable parce que ça, c'est moi. Voilà mon fameux jeu. Voilà également ce qu'on appelle l'ombre. C'est ce que j'ai dû mettre de côté, comme le pigeon, il s'est interdit de lever la patte parce qu'il partait du principe que quand il levait la patte, la trappe ne s'ouvrait pas. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que lorsque je suis dans mon jeu, je n'occupe qu'une petite partie de moi. C'est-à-dire que je suis en train de vivre juste une petite partie de moi. L'ombre, j'ai pas le droit d'y aller. Donc je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait la différence? Et je me suis rendu compte que j'étais très souvent coincé dans mon personnage. Et puis il y a des gens autour de moi qui m'ont fait remarquer que j'étais pas dans mon rôle. Ça veut dire, Daniel, t'as des enfants, il est où ton rôle de père? T'as une maman, t'as un papa, il est où ton rôle de fils, ton rôle de frère? Tous ces rôles qui s'offraient à moi, je les prenais pas parce que je restais cantonné à mon personnage qui, en fait, voulait toujours obtenir de la part de l'environnement amour, sécurité, reconnaissance. Alors, une fois qu'on a compris que les rôles, par exemple, quand je suis devenu un papa, quand je suis devenu un fils, le rôle, lui, c'était aussi une partie de moi, mais qui pouvait aller chercher des bouts de jeu, des bouts de mon ombre, parce que quand je suis devenu, par exemple, le fils de ma maman, parce qu'avant j'étais resté coincé dans mon personnage, quand j'ai pris le rôle, il a fallu que j'aille chercher des choses que j'avais mis dans l'ombre, et ça a été une petite difficulté. Il a fallu que je développe ma cellule de soutien pour convaincre le jeu que je pouvais réhabiliter l'ombre et donc pouvoir jouer les rôles. Et quand j'accepte ça, je me rends compte qu'il y a des rôles de fils, des rôles de père, des rôles de papa, des rôles de chef d'entreprise, des rôles d'animateur de conférences, etc. Et ce sont toutes les possibilités que je peux avoir d'être moi. C'est-à-dire que je ne peux jamais être moi dans ma totalité. Je peux être moi à certains moments parce que je vais accepter les rôles où pas simplement accepter, mais me proposer des rôles dans ma vie qui vont me permettre d'être acteur de ma vie. Et là, plutôt que de toujours chercher à avoir une personnalité, je vais me rendre compte que quand j'accepte les rôles de ma vie, va apparaître quelque chose qui est génial, qui s'appelle la singularité. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de commun à tous les rôles de ma vie. Alors là, j'en ai mis un, mais il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. S'il est ici, c'est plus moi, donc j'ai peut-être pas envie d'y aller. Je peux aller l'essayer pour voir si ça me plaît, mais je vais me rendre compte que quand c'est plus moi, je résonne pas, ça marche pas bien à l'intérieur de moi. Donc c'est comment j'ai la capacité à me promener à l'intérieur de tout ça. Et ce que j'ai aimé, c'est de me rendre compte que en jouant mes différents rôles, il y a toujours quelque chose de commun, comme l'ADN qui était il y a un téléphone qui sonne. Ah, c'est ma maman qui m'appelle. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et là, je vais pas répondre parce que maman, je peux pas être dans mon rôle de fils parce que je suis dans mon rôle d'animateur de conférence. Et donc, je suis là et je vais rester là. Mais je la rappellerai demain de manière à pouvoir voir ce qu'elle voulait. Vous comprenez bien cette différence entre le personnage et le rôle. Le personnage, c'est ce que ma cellule de crise égotique me dit que je dois être et pas être. Le rôle, c'est ce que je décide d'investir dans ma vie pour devenir l'acteur de ma vie. Et ça m'est apparu avec ce qu'on appelle la courbe du succès. On avance bien, les amis. Avec la courbe du succès, je regardais un jour un reportage sur Jean-Paul Belmondo. J'aime beaucoup Jean-Paul Belmondo. Et je regarde sa carrière et je regarde premier film qu'il fait à bout de souffle. Je me dis, waouh, sacré acteur, donc intéressant. Alors tout le monde ne connaît peut-être plus aujourd'hui Jean-Paul Belmondo. Mes références doivent peut-être un petit peu changer, mais j'aime bien ce côté et vous allez voir pourquoi. Parce que à un moment donné, il commence à devenir un acteur extrêmement célèbre. Et d'ailleurs, si je vous pose la question, là, c'est qui celui-là? Vous allez me dire, c'est
Bébel. Et Bébel, il a une carrière, vous avez vu, sa carrière, elle est fulgurante, avec tout un tas de films qui ont été au box-office, 5 millions, 6 millions d'entrées. Il a vraiment cartonné. Et puis, à un moment donné, en fait, sa carrière, avec le dernier film de la série des Bébel, eh bien, c'est Le Solitaire, parce que sa carrière était en train de décliner, tout simplement parce que il était coincé dans un personnage, le personnage de Bébel. Et ben, au bout d'un moment, en fait, le personnage de Bébel, il a eu son heure de gloire, comme moi j'ai eu mon heure de gloire, Daniel avec sa grande gueule et tout ça. Très bien, le mec un peu rebelle, un peu machin, bon, super, ok. Mais au bout d'un moment, ça commence à saouler. Et d'ailleurs, même Bébel, il a dit que son film, Le Solitaire, c'était le film de trop. Et donc, à ce moment-là, il a dit, ok, Bébel, c'est fini. Et 2 ans plus tard, il y a Claude Lelouch qui l'appelle en disant, moi j'ai un rôle pour toi. Il dit, j'ai pas fait un film pour Bébel. Et je dis, toi, acteur, eh bien, je te propose un rôle qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté, et qui est un film absolument incroyable, pour lequel il aura d'ailleurs un César, et il a tellement apprécié de rentrer dans ce rôle, parce que c'est un acteur, et quand on est acteur, qu'est-ce qu'on fait? On joue les rôles, et on choisit ce qu'on nous propose. On n'est pas obligé de tous les accepter. Moi, j'ai des rôles qu'on m'a proposés, je dis non, moi ça m'intéresse pas, c'est pas ça que j'ai envie de mettre dans ma vie. J'ai envie de mettre dans ma vie les rôles qui me conviennent. Et une fois qu'il a refait ce film-là, où il a été acteur en rentrant dans un rôle incroyable, eh bien, il a refait une carrière au théâtre et il a su, en fait, rentrer dans des rôles différents. Et la carrière de Jean-Paul Belmondo, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a à nouveau explosé dans le monde du théâtre où il est rentré pleinement dans les rôles. Eh bien, ça, c'est mon histoire également. Ça veut dire que moi, j'ai eu ce truc-là où j'étais à l'apogée de mon personnage. Là, mon personnage a commencé à avoir une célébrité beaucoup moins grande, puisque mes enfants se sont éloignés, mes amis se sont éloignés, ma famille s'est éloignée, jusqu'au moment où je comprends que je suis coincé dans un personnage et qu'on ne m'attend pas dans le personnage, on m'attend dans des rôles. Et quand je comprends ça, je me dis, ok, ce rôle-là, ouais, j'ai envie de le jouer. Ce rôle-là de petit frère, je veux le jouer. De fils, je veux le jouer. De papa, je veux le jouer. De voisin, je veux le jouer. Et en même temps que je voulais jouer ça, je suis allé rassembler en moi tous les talents qui étaient les miens, ceux qui étaient en lumière, ceux qui étaient dans l'ombre. On s'en fout, puisque maintenant, on s'offre la vie à laquelle on aspire, la vie qui fait sens et la vie qu'on aime. Alors maintenant, on va regarder ensemble, vous avez compris ça. Je vois que vous me faites un signe. Vous avez compris ça. On va aller voir maintenant les rôles de notre vie. Parce que moi, on va causer 5 minutes, parce que je sais, j'en vois 2-3 qui sont coincés dans leur personnage. Parce qu'on est tous un peu coincés dans notre personnage. Les rôles de notre vie, ça peut être le rôle familial. Il y a des rôles familiaux. Rôle professionnel, rôle social, rôle personnel. Alors on peut en inventer plein, Il n'y a pas de limite. Moi, quand j'étais petit, je me souviens que on voulait me faire jouer le rôle de celui qui allait reprendre la ferme. Bon. Et j'ai jamais compris cette pression, etc. Et ce qui m'a amené, d'ailleurs, à construire un personnage rebelle. Qui a fait que je suis resté coincé dans mon personnage rebelle pendant trop d'années. Et une fois que j'ai compris qu'en fait, j'étais juste en train d'essayer de refuser un rôle qu'on voulait me donner, eh bien, ça m'a permis d'avoir ensuite la décision sur les rôles que j'allais accepter, sur la manière dont j'allais les jouer et ceux que j'allais refuser. Et je refuse encore certains parce que je les trouve pas adaptés, puis j'ai pas envie d'avoir ça dans ma vie. Rôle familial, c'est l'enfant, c'est le parent, c'est le conjoint, frère, sœur, grands-parents. Pour les rôles professionnels, employé, travailleur, ce que vous voulez, entrepreneur, mentor, coach, associé, peu importe ce que c'est. Rôle social, ami, membre d'une communauté, citoyen, volontaire, bénévole ou autre. Rôle personnel, apprenant de la vie. Voilà, j'ai envie d'apprendre de la vie, explorateur, créateur, protecteur de l'environnement, ce que vous voulez. Ce que je vais vous demander maintenant, je voudrais que vous regardiez dans ces rôles-là le rôle avec lequel vous êtes le plus en difficulté. Voilà, un rôle où, franchement, fiasco total. Fiasco, ça marche pas. Peut-être le rôle de parent, le rôle d'enfant, de frère, de voisin. Peut-être vous êtes engueulé avec tous les gens autour de vous. C'est à vous de trouver, en fait, selon vous, quel est le rôle
avec lequel vous êtes le plus en difficulté. Moi, j'ai été en difficulté parfois avec mon rôle d'entrepreneur où je me laissais parfois un petit peu couler et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir là j'ai envie de m'offrir telle et telle activité, etc. Donc je vais changer de rôle. Là, dans les rôles, j'ai souhaité hier l'anniversaire à mon grand frère. Et je lui dis, voilà, je te souhaite un bon anniversaire, mon grand frère, parce que je suis ton petit frère. Voilà. Et j'aime bien revenir au centre. Je suis aussi un voisin dans mes rôles sociaux, mes rôles d'amis. J'essaye toujours d'avoir une relation avec le rôle d'ami qui soit à la hauteur et puis avec les résultats que je voudrais. Donc, une fois que vous avez déterminé ça, c'est à vous de dire, si, c'est vrai, il y a des rôles, franchement, ou alors je suis complètement coincé dans mon personnage, je veux toujours avoir raison, je veux toujours être le meilleur quand on joue aux jeux de société, je suis pas un fils ou je suis pas un frère, non, je suis celui qui va niquer tout le monde. Bon, vous voyez bien que là, le personnage est un petit peu trop présent parfois. Donc, une fois que vous avez identifié, parce que là, on va refaire un petit jeu après. Une fois que vous avez identifié le rôle qui est en indélicatesse, voilà. Vous voyez, tout à l'heure, ma maman, elle m'a appelé. Il y a un rôle qui me touche particulièrement à cœur, c'est le rôle de fils, et j'étais nul là-dedans, complètement à côté de la plaque. C'est sans doute ce qui m'a fait le mieux comprendre la courbe du succès. Voilà. Si on veut avoir du succès, on n'a pas le choix qu'à un moment donné, le succès, il est dans notre vie, il n'est pas dans notre survie. Un mec qui me dit moi j'ai vraiment du succès à survivre, je me dis mais tu es complètement fou. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a découvert quel est le rôle avec lequel on est peut-être le plus en difficulté. On va se rendre compte que, allez, écoutez-moi cette phrase, ton caractère est ton destin. Ton caractère est ton destin. Ça veut dire quoi, ton caractère est ton destin? Ça veut dire que nous avons à l'intérieur de nous des traits de caractère. Et c'est toujours eux qui vont gagner. Je répète, nous avons à l'intérieur de nous des traits de caractère et c'est toujours eux qui vont gagner. Par exemple, je dis, moi j'ai tel projet, j'ai envie de vivre ça, nanana, ça va être super, etc. D'accord, mais n'oublie jamais que si tes traits de caractère, eux, ils vont par là, eh bien tu vas toujours être comme ça. Voilà, tu vois, et tu vas te rendre compte que tu as toujours l'œil sur l'objectif, mais tu te déplaces en fonction de tes traits de caractère. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on regarde, et ça, c'est vraiment un cadeau parce que je veux vraiment que vous ayez la conscience des traits de caractère avec lesquels vous êtes le plus en difficulté. Et il y aura toujours un trait de caractère où vous allez dire « Ah merde, c'est vraiment là que ça merde. » Voilà, bon. Alors, il y en a 10. Alors, je vais essayer de les passer tous en revue et donc d'être assez bref. L'objectif, c'est que tout d'un coup s'allume une lumière en disant « Waouh, c'est sur ce trait de caractère que ça merde et c'est celui-là que je dois travailler. » Je travaille beaucoup avec mon fils, Lulu, c'est un bonheur. Voilà. Mais tous les jours, nous faisons appel à cette mécanique-là en disant « Oh putain, il faut absolument que je sois vigilant sur ce trait de caractère parce que là, malgré le fait qu'on veuille aller par là, on sent qu'on se déplace en crabe à cause d'un trait de caractère qui, lui, n'est pas bien allumé, pas bien lubrifié, pas bien entretenu. » Et donc, c'est à ce moment-là que on va, pour pouvoir tenir nos rôles, et nos rôles, c'est la manière dont on vit notre vie, eh bien, on est obligé de travailler nos traits de caractère. C'est pas le seul point, mais ça, c'est absolument fondamental. Alors, le premier point de trait de caractère, vous allez voir, un trait de caractère, c'est quoi? C'est pas quelque chose qui doit être comme ça ou comme ça. C'est pas quelque chose qui doit être réglé comme ça ou réglé comme ça. Le principe d'un trait de caractère, c'est qu'il soit mobile. C'est tout. Et donc, qu'il puisse être ouvert, fermé, qu'il puisse se déplacer comme un curseur. Voilà. C'est pas allumé, éteint, c'est comme un curseur. Plus vous allez avoir de souplesse sur un trait de caractère, eh bien, plus vous avez la possibilité d'avoir de l'élégance dans la vie. Et il faut, croyez-moi, toujours préférer l'élégance au résultat. Celui qui préfère le résultat à l'élégance n'aura ni l'élégance ni le résultat. Donc, on travaille d'abord notre élégance. Qui j'écoute ou qui je n'écoute pas. Ça, c'est fondamental. Dans le rôle qui est en difficulté, qui j'écoute pas.
Eh bien, si vous écoutez des gens qui, dans ce rôle, n'y arrivent pas ou ne sont pas compétents, eh bien, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas fonctionner. Notre cerveau, il va s'alimenter des gens qu'on écoute. Si vous voulez travailler votre couple, par exemple, c'est pas en discutant avec tous les célibataires du coin. C'est en discutant avec des couples. Si vous ne voulez, à certains moments, ne pas écouter quelqu'un, eh bien, il faut s'en détacher. Et il y a des gens, c'est pas la peine d'écouter quelqu'un de célibataire sur ce qu'est le couple. Il vaut mieux s'en détacher. Donc, moi, j'ai des copains, par exemple, pareil. Moi, j'ai à un moment donné décidé de développer mes finances, mais j'ai longtemps fonctionné où moi, la seule récompense que j'avais dans mon travail, c'était le temps. Et j'ai toujours eu des copains qui étaient des combinards. Mais vraiment des combinards. Ils trouvaient toujours des combines pour faire plein de trucs. Et donc, j'avais aussi des amis à moi, mais qui réussissaient, qui étaient des gens qui réussissaient, on va dire, à millions. Hein. Et puis, j'ai commencé à faire un truc qui est très simple, c'est d'écouter beaucoup moins mes combinards sur cet aspect des choses. Après, on peut boire un verre ensemble, manger ensemble, mais on va pas discuter de ça. Alors que quand j'ai envie de développer un rôle, eh ben, je regarde ceux qui réussissent dans ce rôle, et c'est plutôt ces gens-là que je vais écouter. Alors que ceux qui ne réussissent pas dans ce rôle, eh bien, c'est plutôt des gens que je vais éviter d'écouter. Donc, ça veut dire qu'à certains moments, j'ouvre mes oreilles et à d'autres moments, je ferme mes oreilles. À certains moments, j'ouvre certains sujets. À d'autres moments, je me ferme sur certains sujets. Ça, c'est extrêmement important. Je discutais une fois avec une personne et qui avait un problème de couple. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'en ai parlé à telle personne. Ah, j'ai dit, bien, pourquoi tu en parles à cette personne? Il dit, parce qu'elle a une bonne capacité d'écoute. J'ai dit, d'accord. Mais j'ai dit, quelle est sa situation? Elle me dit, en fait, son couple n'a pas marché. Et je dis, tu sais, en écoutant quelqu'un qui t'écoute bien, qui va te parler d'un couple qui n'a pas marché, que tu vas apprendre comment avoir les bonnes attitudes pour avoir un couple qui marche bien. Donc réfléchis 5 minutes. Il y a des gens, sur certains aspects, ouvre tes oreilles comme des oreilles d'éléphant. Et puis, certaines personnes referment tout ça parce que ça ne va pas être utile que tu fasses rentrer ce genre d'informations à l'intérieur de ton cerveau. Ton cerveau, il est précieux. Tu vois, si on prend une boîte, dedans on y met un bijou. C'est une boîte à bijoux. Si tu prends une autre boîte, dedans tu mets des ordures, c'est une poubelle. Ça veut dire que ton cerveau, la définition de ton cerveau n'est pas en fait ce qu'il est. Il est défini par ce que tu mets dedans. Ça, c'est absolument fondamental. Deuxième point, ce qu'on appelle l'enseignabilité. Lorsque tu as affaire aux bonnes personnes, je pense on passe beaucoup de temps à discuter avec Lulu, est-ce que, quand il me parle, est-ce que je suis enseignable? Ça veut dire, est-ce que j'ai une forte volonté d'apprendre, une forte volonté de découvrir son modèle du monde, une forte volonté, y compris d'apprendre des choses nouvelles, une forte volonté de me faire décoiffer dans ma manière de croire, de penser. Est-ce que je vais chercher l'information comme un mort de faim? Ou est-ce que je dis, ouais, non, ça m'intéresse pas trop, hein, voilà. Ça, c'est le premier point de l'enseignabilité. C'est la première moitié. Deuxième moitié de l'enseignabilité, est-ce que j'ai une volonté farouche, féroce d'accepter le changement qui va avec ce que je suis en train d'apprendre? Parce qu'apprendre des choses, mais ne pas vouloir accepter les changements qui vont s'opérer lorsque je vais apprendre tout ça ou mettre en œuvre tout ça, ça va pas fonctionner. Donc, à certains moments, oui, je me mets dans de l'enseignabilité parce que je suis avec des personnes qui ont un savoir extrêmement précieux. Et à d'autres moments, je ferme mon enseignabilité parce que ce que j'entends, c'est de la merde. Ça m'arrive 5 minutes par mois d'allumer les informations, à peu près, 5 minutes. Je fais pas plus, j'ouvre et ensuite je referme. Je ne suis pas intéressé par ce type d'informations. Par contre, je vais régulièrement manger avec des chefs d'entreprise ou avec des gens que je trouve extrêmement talentueux. Et alors là, je peux dire, moi, je me tais, hein, je pose des questions, et j'accepte tout à fait d'intégrer dans ma vie ce que ces apprentissages vont générer comme changement. Ça s'appelle l'enseignabilité. Si tu es dans un rôle de conjoint, d'amoureux, l'enseignabilité va être fondamentalement important. Est-ce que je suis enseignable à ce que l'autre me dit, ou je me dis, il dit toujours la même chose. Ouais, franchement, c'est pas intéressant. Je sais pas, il fait quoi, du sport, je sais pas quoi. Là. Voilà.
Est-ce que je suis enseignable? Est-ce que je reste enseignable? Est-ce que peut-être, là j'ai parlé trop longtemps, est-ce que votre enseignabilité elle est déjà descendue? Est-ce que peut-être vous êtes en train de faire des SMS et puis tout d'un coup, pop, votre enseignabilité, hop, elle a diminué. L'enseignabilité, c'est quelque chose de très fluctuant. Parfois, on est avec une personne, cette personne est agréable, on est très enseignable, elle nous fait un petit pic, l'enseignabilité se ferme. Donc ça, c'est à moi de garder l'enseignabilité. L'enseignabilité avec un parent, avec un enfant, avec un ami, être enseignable en disant « Tiens, j'ai vu l'autre soir que tu es parti un peu plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ?» Et même si la personne nous annonce des trucs qui sont peut-être un petit peu difficiles, parce que est-ce qu'on reste enseignable ou pas? Ça, c'est à nous de le savoir. Donc, dans le rôle dans lequel vous êtes un peu en difficulté, est-ce que vous écoutez les bonnes personnes? Est-ce que vous êtes enseignable? C'est-à-dire une forte volonté d'apprendre et une forte volonté d'accepter le changement qui va avec ce que vous êtes en train d'apprendre. Troisième point, en termes de traits de caractère, est-ce que vous êtes ouvert à de nouvelles expériences? Moi, je suis dans l'obligation de cohérence lorsque je suis quelqu'un qui enseigne, d'être quelqu'un qui est en permanence ouvert à de nouvelles expériences, y compris dans lesquelles je suis un novice. J'ai fait l'année dernière du tango, ça a été une galère sans nom, mais je voulais absolument m'ouvrir à de nouvelles expériences. Des fois, quand on travaille avec lui ou avec d'autres personnes, il me propose une possibilité. Je dis OK, on y va, on va voir ce que ça donne. Que ce soit pour le sport, que ce soit pour les activités, que ce soit pour de la nourriture. J'ai changé ma manière de m'alimenter parce que je suis ouvert à de nouvelles expériences. Je vais bien voir ce que ça donne. Par contre, parfois, hop, je suis fermé à de nouvelles expériences. Si tu me proposes de l'héroïne, je vais me fermer. Tu me proposes d'aller faire un braquage, je me ferme. Donc je m'ouvre, je me ferme, je m'ouvre, je me ferme. C'est juste de savoir s'ouvrir et de rester ouvert avec les bonnes expériences et se fermer avec des expériences qui, selon notre modèle du monde, peuvent être mauvaises. Mais si je suis dans une collaboration avec une personne et quoi qu'elle me propose, je reste fermé à ces nouvelles expériences, ou si avec une personne, je suis totalement toujours ouvert, l'un comme l'autre, c'est inquiétant. Donc, c'est à nous de voir. Avec les enfants, c'est souvent important. Les enfants, ils nous proposent souvent de vivre une expérience avec eux. Tiens, tu veux jouer avec moi? Tiens, tu veux essayer? Tiens, non. Ah ben non, mais là, j'ai pas le temps, machin, etc. OK, c'est une priorité. La conscienciosité. La conscienciosité, c'est l'art de s'investir dans ce qu'on est en train d'entreprendre. Là, par exemple, quand je suis avec vous, je suis très consciencieux. On est très consciencieux. Lubin est très consciencieux. Il ne fait pas les choses à la légère. Quand je vous parle, je ne fais pas les choses à la légère parce que j'ai le désir, j'ai l'envie de faire bien les choses. Si demain, vous avez une réunion avec un comptable ou un gestionnaire, je sais pas quoi, est-ce que vous le faites consciencieusement? Est-ce que vous allez écouter consciencieusement? Si, je sais pas, demain, il y a un petit souci avec votre femme, votre homme, et puis vous allez voir un thérapeute qui vous dit ouais, ça serait bien que vous fassiez un peu la liste de certaines choses, par exemple. Et vous vous rendez compte que vous griffonnez ça vite fait dans la salle d'attente avant le rendez-vous prochain. Eh ben, en fait, on va dire que c'est pas consciencieux. Quelqu'un vous parle, est-ce que vous l'écoutez consciencieusement? Il y a des moments pour être consciencieux, puis il y a des moments où on a le droit aussi de faire. Enfin, on a le droit de faire absolument n'importe quoi. On a le droit de finir bourré. Alors, moi, ça me va très bien, ce qui m'arrive parfois. Mais il y a des moments où ce qui est fondamental, c'est la conscienciosité. La conscienciosité quand j'écoute quelqu'un, la conscienciosité quand je prépare, quand on a amené tout le matériel pour que tout soit impeccable, opérationnel. Pour vous, on a été très consciencieux, on a noté les choses, on a fait tout ce qu'il fallait. On n'est pas dit, oh bah écoute, oh bah c'est bon, on va bien, oh bah non, bah il y a 2 caméras qui marchent pas. Non, ça c'est pas possible. Vous ne méritez pas de nous consacrer 1h30 pour qu'à un moment donné, on fasse ces choses comme ça par-dessus la jambe. On continue. L'agréabilité. L'agréabilité, c'est la capacité à rester dans une dynamique bienveillante et de prendre soin des besoins relationnels de l'autre, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire d'être capable, même dans une situation difficile, délicate, eh bien, de rester sympathique, agréable, chaleureux. Si c'est un mec bourré dans la rue qui vient vous emmerder, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais quand on est dans un rôle, et dans un rôle avec un enfant, avec un conjoint, avec un partenaire, c'est important de garder cette notion d'agréabilité. On peut aussi apprendre à jouer
avec, à partir du moment, par exemple, on est dans une négociation pour une voiture ou je sais pas quoi, et on va jouer un petit peu sur les émotions, et à un moment donné, on peut être un peu fâché, on peut être... Mais tout ça, c'est un jeu. Mais l'agréabilité, regardez dans le rôle, tout à l'heure, je vous ai dit, tiens, c'est quoi le rôle dans lequel ça merde? Eh bien, peut-être l'agréabilité, parce qu'elle est souvent en ligne de compte, eh bien, pourrait jouer. Autre point, le self-control. Est-ce que dans ce rôle, vous avez cette capacité à garder votre stabilité émotionnelle ou alors ça part dans les réactions. Ouais, après tout ce que tu m'as dit, tu te rends pas compte, t'as vu ta gueule, machin. Bon, ça peut partir dans tous les sens. Ou alors est-ce que vous gardez votre stabilité émotionnelle? Est-ce que vous êtes dans un comportement créatif ou un comportement réactif? Si vous êtes dans un comportement créatif, vous allez partir en exploration. Si vous êtes dans un comportement réactif, vous allez partir en répétition. Et la répétition, si ça s'est très bien passé, ben allez, faites-vous plaisir. Mais si ça s'est pas bien passé, ben arrêtez de produire les mêmes comportements parce qu'il y aura toujours la même direction qui sera prise. Et si vos objectifs sont par là et que vos réactions vous emmènent par là, vous allez voir comme ça, dire ouais, c'est bien, c'est par là que je veux aller. Oui, mais quand on vous regarde, on voit bien que c'est pas le chemin que vous prenez. Donc le self-control est une des clés fondamentales, c'est pour ça que je l'ai mis en bas, c'est un pivot. Responsable, victime, j'accompagne beaucoup de parents, et puis moi il y a des parents qui me disent ça, ils me disent ouais, les enfants, ils me gueulent dessus, machin. Je dis non, arrêtez de jouer les victimes. L'enfant, quand il est avec vous, il se sent assez en sécurité, ne vous victimisez pas, vous êtes un partenaire, vous avez co-construit tout ça. Donc maintenant, l'objectif c'est pas d'être victime, l'objectif c'est d'être responsable, de voir sur quoi on peut agir, de voir comment on a co-construit des choses. Donc toujours, voilà, si on a une problématique ce soir, une problématique, je sais pas, d'enregistrement, je sais pas quoi, on vous accusera pas vous, ce sera nous, parce qu'on n'avait pas pris le bon câble, parce qu'on avait peut-être négligé un truc, donc on est responsable à 100% de ce qui nous arrive. Voilà. Alors quand on a un an, c'est plus difficile. J'en ai 59, donc je peux dire aujourd'hui que j'ai créé la vie dans laquelle je suis. Je suis responsable par des comportements que j'ai eus même il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, qui font qu'aujourd'hui, je suis dans cette situation-là, y compris pour le bonheur, la santé, l'amour, la relation, etc. Autre point, est-ce que je suis orienté solution ou problème? Voilà. Est-ce que les enfants, c'est un problème ou est-ce que c'est une solution? Est-ce que face à cette situation, encore des problèmes? Ben oui, ça c'est les problèmes, ben oui, je sais pas comment on va faire. Ou alors est-ce qu'on est en permanence en disant, ok, ben attends, là on est face à cette nouvelle-là, c'est ni une bonne nouvelle, c'est ni une mauvaise nouvelle, c'est juste une situation, c'est juste une dynamique. Maintenant, construisons les solutions, on va y arriver. Ça s'est pas passé comme prévu, on va faire le deuil de l'illusion qu'on avait imaginée pour rentrer en fait dans une réalisation d'une solution. Être orienté solution, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de temps en temps à aller voir en fait quels sont les problèmes, mais le but c'est toujours la fluidité, la flexibilité. Je vais voir ce qu'il y a comme problème, hop, je me réoriente solution. Pensée, action, c'est un équilibre. Souvent, il y a des parents qui me disent « Ouais, je vois bien ce qu'il faudrait que je fasse avec l'enfant » ou un chef d'entreprise qui dit « Ouais, mais là, je me forme vachement parce que je pense que là, je réfléchis à un projet. » Je dis « Ok, mais tu fais quoi ?» Ben là, pour l'instant, rien. Et pour l'instant, ça dure combien? Ben là, de cette année, non, je suis pas passé à l'action. Pourtant, je pense qu'il faut... Et je dis, t'attends quoi? T'attends que la réalisation dans ta tête soit parfaite? À un moment donné, c'est un équilibre. On va dire que l'action et la pensée, c'est la jambe droite et la jambe gauche. À un moment donné, si on veut avancer, on a besoin de faire les deux choses. On peut toujours réfléchir à, tiens, qu'est-ce qui ferait plaisir à mon enfant, qu'est-ce qui ferait plaisir à ma chérie, qu'est-ce qui ferait plaisir à les salariés. Je sais rien, tiens, là, je vous ai pris dans mes bras, bah tiens, c'était cool, voilà, je suis passé à l'action. Alors, quand on passe à l'action, parfois on peut se tromper. C'est sûr que quand on ne passe pas à l'action, on se trompe pas. Mais on est sûr qu'on n'y arrivera pas non plus. Donc voilà, c'est un équilibre entre les deux. Est-ce que je suis force de proposition? Est-ce que quelqu'un qui réfléchit trop, il passe pas assez à l'action, et quelqu'un qui est toujours dans l'action et qui réfléchit pas, en fait, il se rend pas compte qu'il va dans le mur. Autre point, la volonté et la distraction. Est-ce que j'arrive à tenir quelque chose dans le temps? Ou alors est-ce qu'il y a, dès qu'il y a le moindre truc, soit sympathique, soit pas sympathique, eh bien, à ce moment-là, je vais me rendre compte que, hop, je suis distrait, je pars sur autre chose. Ah ouais, c'était bien, mais là, ça m'emmerde. Non, alors,
On a ça dans les régimes, par exemple. On peut avoir ça au travail avec des salariés en disant on va mettre en place des séries de consultations, puis on se rend compte au bout de 3 fois, ça nous emmerde, on passe à autre chose. Ou alors, on est dans une réunion, on était bien par exemple, on était dans la conscienciosité, on avait la volonté de rester disponible, et puis tout d'un coup, pof, ça y est, on pense à autre chose, et puis on va voir son téléphone, on fait ci, on fait ça. Et on n'arrive pas à avoir cette volonté, cette durabilité qui va faire que on va pouvoir réussir à instaurer quelque chose dans le temps et que même s'il y a des moments qui sont pénibles, eh bien, on va pas aller se distraire sur des moments faciles. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire. Alors, peut-être vous avez identifié dans ces différents traits de caractère, quel était le trait de caractère que vous aviez le plus possible à bosser. Si vous m'avez dit, oh non, je n'ai pas trop vu, travaillez votre conscienciosité. Ah, si vous me dites, oui, alors ça, c'est encore un problème de plus. Travaillez plutôt votre manière d'être orienté solution. Et si vous pensez que, en fait, ce que je dis n'est pas intéressant, pensez peut-être à écouter quelqu'un d'autre. Si vous pensez que, ouais, c'est intéressant, j'ai appris des trucs, mais alors mettre ça en œuvre, franchement, c'est ça l'enseignabilité. C'est d'aller à l'écoute d'apprentissage et en même temps d'accepter le changement que tout ça pourrait générer. Voilà ce que je voulais, moi, vous présenter ce soir. Alors, bien évidemment, c'est assez succinct, mais je voulais que ce soit succinct. Si vous avez, en fait, envie de savoir plus de choses, tout ça est extrait d'une formation que j'ai faite et qui est en ligne actuellement. Et c'est une formation, qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus dense. Là, on a vu la cellule de crise égotique, on a vu la manière dont, en fait, on se programme, on a vu comment rééquilibrer entre l'ego et l'essence, la fierté, l'amour, la reconnaissance, fierté, reconnaissance des autres, ou satisfaction. Pour l'amour, est-ce qu'on va chercher la considération des autres ou est-ce qu'on va chercher l'estime de soi? Pour la paix ou la sérénité, est-ce que je vais chercher la sécurité chez les autres ou est-ce que je développe la confiance en moi? Tout simplement parce que je suis sorti d'un système où j'étais en dépendance pour rentrer dans un système où je deviens autonome et je suis en train de m'offrir la vie dans laquelle il y a de la satisfaction, de l'estime de soi et de la confiance en soi. Ça nous amène à construire l'antidote. Et l'antidote, c'est lequel? L'antidote à la cellule de crise, au personnage qui est une monnaie d'échange qu'on envoie aux autres en espérant qu'ils vont nous renvoyer l'amour, la sécurité, la reconnaissance. L'objectif, c'est de sortir de ce personnage qui n'était qu'une monnaie d'échange dans le monde dans lequel j'étais en survie pour rentrer dans un rôle. Et le rôle, c'est ce qui me permet de jouir de ma vie en devenant l'acteur de la vie que je m'offre. Donc les rôles sont tout simplement les manières d'être en relation avec les différents environnements. C'est ce que je choisis. Alors une fois que j'ai choisi les rôles, vous avez bien compris que le rôle, c'est ce que je m'offre. Et puis, si j'ai envie de réussir dans les rôles que je me suis offert, il faut que je développe cette souplesse, cette flexibilité intérieure, à savoir les traits de caractère. Rappelez-vous que si mes objectifs sont par là, mais que mes traits de caractère vont par là, je vais me déplacer toujours en ayant en vue, bien évidemment, mes objectifs, mais c'est pas vers ça que je vais aller. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas vues parce qu'on ne peut pas tout voir ce soir, mais ce qui est important, c'est de comprendre que les traits de caractère, c'est quoi? C'est la résultante des habitudes que j'ai mis en œuvre depuis très longtemps. Ça veut dire que les habitudes, deviennent des traits de caractère. Et les caractères vont être les directions que ma vie va prendre. Donc si je veux, à un moment donné, que ma vie prenne, au travers des rôles que je choisis, les directions, les objectifs que je veux vivre dans ma vie, alors il va falloir que je développe la souplesse de mes traits de caractère. Pour développer la souplesse de mes traits de caractère, il va falloir que je mette en place de nouvelles habitudes. Les nouvelles habitudes, peut-être en termes d'enseignement. Moi, je me suis beaucoup renseigné sur comment être en bonne santé. C'est un truc qui me passionne. Je vais avoir 60 ans bientôt. Je me suis dit, je voudrais, à 60 ans, être plus en forme qu'à 50. Beau challenge. Bon, très bien. Donc, j'ai lu, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup testé.
Et je me suis rendu compte que dans l'enseignabilité, il y a la deuxième partie, c'est-à-dire le fait que il y a une mise en application, c'est-à-dire accepter les changements que ça va générer. Donc j'ai généré des changements sportifs, des changements de nourriture, des changements, je ne fume pas, je bois très peu, je fais beaucoup de sport, j'ai une alimentation extrêmement saine. Et donc je suis en train de réussir parce que je suis dans l'enseignabilité. Mais ça s'est fait petit à petit en mettant en place de nouvelles habitudes. Là, dans cette conférence ce soir, on peut pas tout voir parce que je vais pas être jusqu'à 3 heures du matin. Mais dans la formation dont je vous parle, on va aller voir, bien évidemment, quoi? Les habitudes. Et une fois qu'on a nos habitudes, une fois qu'on va avoir mis en place nos habitudes, c'est très simple, c'est en 4 points, la mise en place de nouvelles habitudes et l'abandon d'anciennes habitudes. Parce que ça, c'est fondamentalement important d'abandonner certaines habitudes et puis de faire venir les nouvelles habitudes qui vont nourrir nos traits de caractère. Il y a aussi toute cette dimension de la gestion émotionnelle avec, je vous le dis, un petit secret comme ça, il y a une des 6 émotions qui n'est pas une émotion, qui est un état, ça s'appelle la joie. Et quand vous allez voir ça dans cette formation, vous allez voir que c'est une surprise absolument incroyable. Alors, bien évidemment, moi je veux ce soir mettre à votre disposition cette formation. Vous allez pouvoir aller visiter en fait ce qu'elle comporte et ce qu'elle propose. Je vous ai fait la meilleure proposition que je peux vous faire. J'en discuterai pas ce soir. Vous voyez ça avec vous-même et la manière dont vous avez envie d'investir dans votre propre vie. Moi, je sais que j'ai fait cette conférence-là pour vous avec un plaisir phénoménal. Elle est extraite, cette conférence, d'une formation de presque 15 heures et qui est bien évidemment beaucoup plus complète, beaucoup plus précise, qui est un vrai guide et un mode d'emploi pour les transformations qui sont les nôtres, pour sortir de la survie, aller vers la vie, sortir du personnage pour rentrer dans le rôle, arrêter d'être l'objet du projet des autres pour devenir l'acteur de sa vie et jouir pleinement de l'émotion qui n'en est pas une comme les autres, qui s'appelle la joie. Voilà ce que j'avais envie ce soir, moi, de vous proposer. Je n'ai pas de contact direct avec vous, je suis énormément frustré, mais c'est ainsi. Je vais donc vous souhaiter une excellente soirée. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. C'était très important pour moi de vous proposer ça. Je vous dis à bientôt, bonne soirée et faites-en un bon usage. On vous tient au courant. Salut!